8h48 minutes sur Studio Qualitas. Avec grand plaisir que nous recevons ce matin Brigitte Hulmeau-Bliat, présidente de la Fondation Manitou. Non, de l'association. L'association Manitou. De la Midreshet Yehuda Voilà, Manitou. je vais y arriver. Midreshet Yehuda Manitou. Donc, on va parler de cette Midreshet et puis aussi... on va parler d'un cours, une conférence qui va avoir lieu ce mercredi à Jérusalem entre, on va dire, c'est pas un affrontement, mais ça va être une discussion, on va dire, entre deux frères. Oui, nous avons le plaisir de recevoir ce mercredi 10 octobre deux personnalités exceptionnelles qui sont aussi deux frères, le Rav Uri Cherki et son grand frère, Eliezer Cherki. Ouais. Qu'on connaît très bien ici à Studio Qualitas pour leur intervention. Donc, le Rav Uri Cherki qui est connu, un Rav connu, et puis Eliezer Cherki qui, on va dire, spécialiste de tout ce qui est des pays musulmans, orientaliste. Il est spécialiste de l'islam, il parle couramment l'arabe. Il a travaillé au ministère de la Justice pour s'occuper des territoires, de l'administration civile des territoires. Oui. Donc, on va reparler de cette conférence qui aura lieu donc, mercredi. Dites-nous quelques mots quand même sur la Midreshet Yehuda Manitou. La Midreshet Yehuda Manitou continue une association qui avait été créée par Manitou et qui s'appelait le Centre Yair Manitou, que le Rav Léon Ashkenazi a créé en 1982 pour diffuser son enseignement. Nous, après le décès de Manitou, nous avons jugé qu'il fallait poursuivre, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient fermer le centre. Ouais. Nous continuons dans l'esprit de Manitou. On ne fait pas du manitouisme, mais dans l'esprit, par exemple, on conserve la pluridisciplinarité. Nous avons des cours d'histoire à côté de cours de Kodesh et toutes sortes d'activités variées. D'accord. Donc, voilà. Il y a tout au long de l'année des activités, des conférences, des cours. Je crois qu'il y a des cours aussi qui ont lieu toutes les semaines. Ah oui, nous avons des cours réguliers. D'abord, sachez que nous sommes à Chiba, dans les locaux de Chiba, 75 boulevard Herzog, à Jérusalem. Et nous avons à la fois des cours réguliers toutes les semaines, aussi tous les 15 jours. Et nous avons des soirées débats. Cette année, par exemple, nous avons pris comme thème l'identité d'Israël. D'où le sujet de la conférence. Alors, parlez-nous de cette conférence. Comment vous êtes arrivé à penser à ces deux frères, avec Eliezer Cherki et Uri Cherki, le Rav Uri Cherki? Je vais vous dire, c'est par rapport à Manitou. Nous diffusons l'enseignement de Manitou. Eliezer est un élève par excellence de Manitou jusque dans ses derniers instants. Ouais. Uri Cherki est également un élève de Manitou. Tous les deux remarquables et cependant différents. Nous avons pensé pour eux à ce sujet, Israël face à l'islam et à la chrétienté, plus exactement à Ishmaël et à Esav. Pour deux raisons. La première, vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que Eliezer est un spécialiste de l'islam. Et Uri, il a décidé de se tourner vers la chrétienté, comme cela, je le comprends, avec les lois noachiques, avec tout ce mouvement. Okay. Alors, est-ce que... on va pas relever... On ne sait pas exactement comment va avoir lieu la conférence, mais est-ce que vous pensez que l'enseignement de Manitou va être interprété de différentes manières par ces deux personnalités? Ah ça, je ne peux pas vous le dire. Nous le verrons. Mais nous avons prévu comme organisation de la soirée, la plus grande partie de la soirée, sous forme de débat avec le public notamment. Le public. Oui. Donc, il y aura des questions du public, une participation active du public, bien entendu, et puis la présentation par ces deux frères. Je voudrais qu'on parle d'autres choses qui, bien entendu, a rapport aussi avec Manitou, et qui, pour ma part, on va pas dire m'étonne, mais me rend aussi assez heureux, c'est la diffusion de la Torah de Manitou, de l'enseignement de Manitou,
non seulement dans les cercles francophones, alors on le connaît bien entendu depuis des années, c'est un francophone, il a animé, été dans de nombreux endroits où il y avait beaucoup de francophones, avec le centre Yaïr, et puis d'autres endroits où il a participé. Mais aujourd'hui, on entend Manitou de plus en plus dans les milieux israéliens. Il y a eu même, je crois que c'est la deuxième année, où il y a une soirée d'études pour Hoshana Rabbah, autour justement de ce que l'enseignement de Manitou. Comment vous expliquez cet, on va dire, engouement, on va dire c'est un peu nouveau aussi dans les milieux israéliens pour Manitou? D'abord, il faut le dire, c'est grâce à la fondation de Manitou qui publie des livres sur l'enseignement de Manitou que Manitou est connu dans le milieu israélien. Et il y a là un paradoxe extraordinaire. Ou plus exactement, plusieurs. Le premier, c'est que Manitou n'a jamais voulu écrire. De son temps, il était absolument inconnu du public israélien. Ce n'est que parce que ses élèves ont fait des compilations de ses cours et ont écrit des livres qui commencent à être connus. Ça, c'est un. Tout ce qu'on sait aujourd'hui de Manitou, ce sont des enregistrements et ce sont des compilations qui ont été faites ensuite par ses élèves? Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de livre Non, il a quelques articles qui ont été réunis d'ailleurs par M. Goldman, mais il a refusé d'écrire. C'est une question de principe. Dans la tradition de l'enseignement oral du judaïsme. Ça, c'est une première remarque. Deuxième paradoxe, tout l'enseignement de Manitou intègre l'histoire immédiate, l'histoire vécue dans le Kodesh. Or, Manitou est mort depuis 20 ans. L'histoire a continué, à tourner. Comment se fait-il que 20 ans après... C'est toujours d'actualité? Voilà. Alors, c'est un paradoxe extraordinaire. Et puisque vous me posez la question, je me dis la chose suivante. Dans les milieux religieux comme non religieux, on a un problème parce qu'Israël vit l'ère du postmodernisme. C'est-à-dire que le sens est interdit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transcendance. Or, vous savez, les Israéliens, ils ont besoin de spiritualité, ils vont la rechercher en Inde, etc., etc. Et là, vous avez quelqu'un qui n'est pas un vrai rabbin. C'est plus qu'un rabbin, bien sûr. Mais dans les catégories israéliennes, il ne peut pas rentrer. Il n'est pas, par exemple, il n'est pas rabbin séfarade ou ashkénaze. Il faut choisir ici. Il est, bien sûr, d'une lignée de rabbins séfarades. Il a étudié auprès des maîtres ashkénazes. Il n'est pas seulement rabbin, il a fait des études universitaires. Vous voyez ça en Israël, excusez-moi, pas tellement. Donc, il est capable de parler le langage des universitaires, le langage de tous les jours. Mais, en même temps, il a la profondeur d'une Torah absolument authentique. Et donc, il a cette espèce d'unité qui fait que véritablement, il parle, il dit des choses vraies. Et il dit des choses vraies, je vais vous dire encore quelque chose. C'était quelqu'un d'intègre. Excusez-moi de le dire. Je suis sûre que cela se voit. Pour ça. Non, parce qu'il disait par exemple aux chrétiens que les nazis ont réalisé ce que l'Église prêchait. Il n'avait pas peur de leur dire, il n'avait pas peur de dire aux Juifs de diaspora qu'ils devaient monter en Israël. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, parce qu'il était intègre, qui n'avait pas peur de dire la vérité. La vérité, ça se reconnaît tout de suite. On peut dire qu'il était en avance sur son temps? Non. Non. Vous savez, il a sauvé le judaïsme français après la guerre. Il a su parler aux rescapés, aux jeunes rescapés de la Shoah, et il leur a fait comprendre quoi en réalité? Comme il disait, qu'il faut prendre au sérieux les textes de la tradition juive. C'est pas n'importe quoi. Ça a de la profondeur. Ça peut se mesurer aux philosophies, mais ça a quelque chose de plus. Et c'est ça la vérité. Donc son langage était d'actualité lorsqu'il était vivant, et ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui aussi, il est encore d'actualité. Il est d'actualité pourquoi? Parce qu'il fait comprendre aux Israéliens aujourd'hui que le retour d'Israël sur sa terre, ce n'est pas une anecdote, ça n'est pas un épisode, cela a une signification. Et que, par conséquent, les Israéliens ont une mission à remplir par rapport à l'histoire longue du peuple juif. Et donc, il leur confère ce qu'ils recherchent le plus. Une identité. Une identité. Donc ça sera aussi un des sujets, ou le sujet de cette année des activités donc, de la Midreshet Yehuda à Manitou. Comment on peut avoir le programme, avoir des renseignements, une page Facebook, pardon?
Pas encore, d'accord. Un mais site. Oui, nous avons un site. En réalité, on publie beaucoup et toute personne qui souhaite avoir nos activités, il faut qu'elle se mette en contact D'accord. avec nous et nous donne. Je voudrais quand même rajouter quelque chose. Le 17 octobre, nous organisons la Haskara de Manitou. On nous l'a demandé, c'est la première fois. Nous faisons venir le Rav Zini de Haïfa pour cela et c'est un événement très important, à la fois en hébreu, aussi à Chiba, tout est à Chiba. Nous faisons ensemble. Donc, premier rendez-vous, c'est donc ce mercredi, 10 octobre, avec le Rav Ori Cherki et son frère Eliezer Cherki pour une conférence qui s'annonce fort intéressante. Et le 17 pour la Haskara, donc de Rav Ashkenazi Manitou, donc aussi à Chiba, Rehov Herzog. Herzog 75, le tout à 19h. Voilà. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio pour nous parler de cette Midrashet Yehuda.